Alors, quand on m'a invité à faire une réflexion sur l'amour en famille, je me suis dit, est-ce qu'il faut que je parle de l'amour maternel, de l'amour paternel, de l'amour filial, de l'amour fraternel, de l'amour transgénérationnel? Maintenant, on parle énormément de la transgénération, le rôle des grands-parents, des arrière-grands-parents, des arrière-arrière-grands-parents. Bientôt, on va parler des dinosaures. Mais moi, je me suis dit, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de prendre tous ces amours-là et puis essayer de voir quelles sont les nuances dans la façon de dire l'amour? Vous connaissez le « je t'aime », mais vous connaissez aussi le « je t'aime bien ». Vous connaissez « est-ce que tu m'aimes vraiment ?» hein? Ou dis-moi que tu m'aimes, mais pourquoi tu veux que je te dise que je t'aime quand je te l'ai déjà dit hier? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'amour dit et dans l'amour montré. Et moi, j'aimerais aujourd'hui faire une réflexion sur qu'est-ce que c'est que deux personnes, un homme et une femme, un mari, une épouse, un père, un fils, une mère, un fils, etc., dans l'amour dit et l'amour montré. Mais on utilise la langue. Donc, je vous rappelle ce magnifique écrit d'Ésope dans lequel le maître dit à son esclave « Va me chercher la meilleure des choses au marché » et ils reviennent avec une langue. Il a dit « C'est la langue la meilleure des choses parce que c'est la langue de l'amour, de la poésie, etc. » Ensuite, elle dit, la langue, je ne vais pas donner ça à mes invités, va aller me chercher le plat pire des choses. Alors, il va au marché et il revient avec la langue en disant, c'est la pire des choses, la source des guerres, de la calomnie, du mensonge, etc. C'est-à-dire que la langue, l'expression par la langue, ça peut être très beau, mais ça peut être très moche. J'aimerais évoquer ce monsieur, que peut-être beaucoup d'entre vous connaissez, c'est monsieur Martin Buber, c'est un philosophe contemporain, qui a dit que dans la relation entre deux personnes, il y a des modes de se relationner. Il y a d'abord la relation « je-tu », où l'autre est un sujet, et il y a la relation « je-ça » où l'autre est un objet. C'est-à-dire que le « je-tu », l'autre pourra dire aussi « je » et moi je serai un « tu ». C'est-à-dire qu'il y a une sorte de réciprocité dans la relation, une réciprocité amoureuse, une réciprocité, je dirais, écologique, parce que c'est la maison, tandis que dans le « je-ça », l'autre est un objet. Quand on dit « tu es ma moitié d'orange », l'autre c'est quoi? C'est un objet ou c'est un sujet? Et c'est là où je pense que c'est intéressant de dire que c'est seulement le « je-tu » où il y a l'éthique relationnelle. Si nous arrivons par le travail que je fais des thérapeutes, à transformer la relation amoureuse « j'ai-ça » en « je-tu », on a bien réussi le boulot. Martin Buber a écrit un livre qui s'appelle « Je et tu », qui est un petit livre qui est facile à lire, mais qui est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que moi, j'aimerais soulever que l'amour en grand, c'est l'amour dans la relation « je-tu », où l'autre existe. Comme disait Lévinas, l'autre me montre un visage et c'est ce visage que je respecte. L'emprise déguisée en amour avec petites lettres, dans la relation « je-ça », c'est mon pain quotidien du point de vue de mon travail.
C'est-à-dire que très souvent, on vient me consulter, on vient en consultation de famille avec des problématiques que je dirais des relations je ça. Va te laver les dents. Il est en tu ou il est en ça. Lève-toi, tu vas arriver en retard à l'école. C'est un tu ou c'est un ça. Et je crois que si nous voulons parler amour, la partie pédagogique, parce qu'on se doit de faire laver les dents au môme, sinon on se ruine avec des dentistes, hein? Ou il faut qu'ils aillent à l'école, sinon on a des amendes. Hein? Je pense que c'est très important que dans la relation parent-enfant, l'enfant se sente exister. Que l'enfant sente qu'il puisse, qu'on l'aime. Et la partie pédagogique est en train d'éclipser la partie affective. Je vais plus loin. Je dis, on peut tisser l'éducation sur un canevas d'amour, un canevas affectif. Or, aujourd'hui, étant dans une société qui est plutôt quantitative et pas qualitative, on donne beaucoup plus d'importance à la partie éducative qu'à la partie affective. Et ça m'arrive très souvent de dire « embrassez-le quand il le mérite le moins, parce que quand il a le plus besoin ». C'est-à-dire que il y a deux mots que je vous invite à retenir, ils sont un peu compliqués à prononcer, c'est la subjectivation, c'est-à-dire rendre l'autre sujet. Et l'objectification, c'est rendre l'autre objet. Quand une mère de famille dit « il est 7 heures, c'est servi, tout le monde à table », personne ne vient. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez une invitation personnelle? Oui, oui. Parce que c'est seulement quand on va me considérer, moi, individu, que je pourrais venir être autonome. Mais aujourd'hui, on est en train de demander à être autonome avant de considérer l'autre comme un individu. Donc, attention à l'objectification, parce que l'objectification va tuer l'amour, va cacher l'amour. Maintenant, j'aimerais dire 2 mots sur l'amour et la culpabilité. Il y a des gens qui sont coupables d'aimer trop et d'autres qui sont coupables de ne pas aimer assez. Là, de nouveau, ce sont des critères quantitatifs complètement stupides, hein, parce qu'on ne peut pas aimer trop ou aimer trop peu. On aime. Ça sort d'ici et puis on aime. Maintenant, le problème est montrer l'amour. Combien de fois, quand il y a une famille à table, quelqu'un va dire à l'autre « Bon, t'es pas là. T'es là, mais tu n'es pas là. Ton corps est là, mais tu n'es pas là. » C'est-à-dire que même des gens qui échangent, et je ne dis pas à ces familles qui communiquent à table par téléphone portable, où ils s'envoient des SMS ou des WhatsApp à table entre les différents membres de la famille. Ça, c'est une dynamique tout à fait 21e siècle, avril 2019. Mais montrer, c'est rendre compte de ce qu'on le dit, ce qu'on dit avec le être et pas seulement avec le faire. Parce que là, il y a ce que nous, les thérapeutes, nous appelons un livre de compte amoureux. C'est-à-dire, on y a l'amour donné et l'amour reçu. Ce que je fais pour toi, ce que tu fais pour moi. Ce que tu me donnes, ce que tu m'aimes et ce que je me en toi. Mais cet livre de compte, que d'ailleurs, il s'appelle le Ledger, ça a été inventé, l'idée par M. Borsor-Ménage, qui est un grand thérapeute qui habitait aux États-Unis. Hein? C'est-à-dire que très souvent, on va accumuler des mérites dans le faire quand l'être amoureux va se refroidir. Qu'est-ce que j'aimerais m'arrêter là, parce que je vois que j'ai encore 9 minutes, alors
Je vais faire un peu de pacing. Hein? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'agitent, qui font 1000 choses, et on n'arrive pas à savoir qui ils sont. Par exemple, une mère de famille qui aime ses enfants, mercredi après-midi, qui les amène au foot, à la danse, à la flûte, au violon, faire de la poterie, etc., etc., on est en train de faire, mais est-ce qu'on est? Et dans le fait d'être. C'est vrai qu'on aimerait donner beaucoup, mais il y a des couples, par exemple, qui font énormément de sport ensemble. Et ils ont un plaisir fou à faire du sport ensemble, mais ils ne parlent pas. Est-ce que c'est complet? Ils se montrent quelque chose, on fait du sport ensemble, mais c'est l'amour de ski ou c'est l'amour de la bonne femme qui est avec moi? C'est-à-dire que le fait de mettre ensemble, montrer et dire, va donner une image beaucoup plus complète de ce que j'entends par l'amour. D'autre part, l'amour peut être un outil sentimental stratégique. Il y a ce que j'appelle la manipulation amoureuse. La manipulation amoureuse, c'est le moment où, au nom de l'amour, on essaye de tirer la couverture à soi en persuadant à l'autre qu'il a chaud. C'est-à-dire que c'est le moment où on dit à son cher petit, tu iras à la piscine lorsque tu sauras nager. C'est le moment où dresse les voiles, mais reste au port. Des messages contradictoires qui vont complètement polluer la relation amoureuse et où on perd la confiance. Parce que la base de la confiance à niveau familial, c'est dans l'amour. Si on peut se confier, si on peut avoir confiance, c'est que la meilleure manière de montrer l'amour. Cette manipulation amoureuse, que de temps en temps, ça porte des fruits. Vous avez vu il y a 3 jours dans les journaux que la femme de Joe Bezos a obtenu 25% d'Amazon lors du divorce. Quel investissement! Elle s'est farcie ce mec pendant un certain temps et maintenant elle a 25% d'Amazon. Est-ce que c'est de la manipulation amoureuse? Monsieur Trump, quand il a divorcé de Madame Trump a eu 400 millions de dollars. Et les deux étaient très contents parce qu'elle n'a pas demandé trop. C'est-à-dire, est-ce que c'est de la manipulation amoureuse? C'est de l'amour qui s'éteint? C'est quoi? Et c'est pour ça que je crois qu'il est très important de pouvoir soulever, et j'aimerais terminer sur cette réflexion, attention, pas trop d'éducation, beaucoup plus de relations affectives et amoureuses. Parce qu'on risque de prendre l'amour en otage. Le vrai amour, c'est rire ensemble du fond du cœur. Merci.